Bien, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire WatchGuard sur le télétravail avec WatchGuard. Pendant un peu moins d'une heure, je vais vous parler des outils WatchGuard appliqués au télétravail. Je vais essayer d'être relativement exhaustif. J'espère que vous m'en voudrez pas quand parfois il y a quelques détails techniques, mais j'essaye de de donner la vision complète sur les différents outils et technologies WatchGuard qu'on peut mettre en place. On va parler un petit peu, bien entendu, architecture à mettre en place sur le télétravail. On va parler sécurité, bien entendu, puisque c'est une de nos grosses problématiques, et connectivité, hein, c'est un peu les deux mots maîtres de ce webinaire. D'un point de vue pratique, vous avez avec GoToWebinar la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions pendant le webinaire. Je les regarde de temps en temps et j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. On se gardera un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions que vous pourriez avoir en suspens si j'ai pas répondu à tout. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui ont déjà mis la main sur le petit questionnaire, si vous pouvez juste me faire un petit coucou dans l'interface de questions, comme ça je sais que c'est bien fonctionnel et que tout roule. Je vous ai mis, merci beaucoup. Je vous ai mis mon email si vous avez des questions à la suite de ce webinaire. Si vous souhaitez la présentation de ce webinaire, parce qu'elle contient quand même, j'espère, pas mal d'informations. Et puis, dans tous les cas, j'enregistre ce webinaire, donc il sera placé sur la chaîne YouTube WatchGuard France. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces bleus sur les vidéos que vous aimez bien. De manière générale, on y place de toute manière tous nos webinaires. Il y a beaucoup de ressources, de tutos, de démos, d'informations dessus. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne YouTube si vous êtes en recherche d'informations sur WatchGuard. Eh bien, c'est parti. Alors, on a déjà parlé télétravail dans le temps. On a déjà, en général, mis des statistiques. On a essayé de récupérer du Gartner ou autre sur le télétravail. Vous m'en voudrez pas si je vous en donne pas là, parce que je pense qu'en ce moment c'est quand même assez particulier et que non seulement je vous fais ce webinaire télétravail en télétravail, mais j'imagine que une grosse partie d'entre vous l'êtes aussi en télétravail. Donc je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre qu'il faut regarder ça un petit peu dans le détail. Ce qui sera intéressant de voir, en revanche, il y a deux choses à considérer et qui nous concernent pas mal tout au long de la présentation. C'est ce qu'on a fait là dans le rush pour se mettre en télétravail, ou ce que les entreprises ont fait pour se mettre en télétravail, et puis l'impact que ça va avoir sur la longue durée. C'est-à-dire, une fois qu'on sera sorti en confinement, est-ce qu'on va revenir comme on était avant, ou est-ce que ça a un peu fait évoluer les façons de fonctionner dans les entreprises et la proportion de télétravail et la manière de télétravailler. Là, c'était toutes des questions auxquelles j'ai pas forcément la réponse, mais en revanche, tous les éléments que je vais donner dans ce webinaire pourront servir pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder déjà à la loupe, ça va être un peu la trame de la présentation, les possibilités de connexion de la maison, et donc des recommandations associées à ça, ce que nous on préconise, des risques associés aussi au type de connexion, essayer de vous donner un peu tout ce à quoi on a pensé nous dans l'équipe WatchGuard. Le premier type de connexion concernera bien entendu les gens qui ont des PC d'entreprise pour se connecter. C'est mon cas, j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi, mais dans le rush, il y a aussi, dans le rush de la mise en télétravail, il y a aussi beaucoup de gens qui, eux, n'avaient pas de PC d'entreprise et à qui on essaie de donner des connexions de leur PC perso. Donc on va regarder ça aussi. Et puis on regardera peut-être un peu plus vite parce que moins de temps à y passer, ce qu'il est possible d'avoir sur un téléphone ou une tablette en termes de connexion. Donc ces trois choses-là vont nous faire un petit peu la trame. On va commencer par le plus simple, entre guillemets, à savoir le PC d'entreprise, PC qui est dans un domaine et qui doit se connecter en télétravail à distance. Ce qu'on va recommander, nous, c'est d'utiliser un tunnel VPN. Pour différentes raisons. Je vais expliquer le pourquoi du comment. Pour différentes raisons, mais également pas n'importe comment.
allez voir qu'il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Alors, il y a un peu tout comme profil de personnes là dans le webinaire. Je vois qu'il y a des gens qui sont techniques, d'autres qui le sont moins. Donc, il y aura un peu de tout. Ça se veut relativement exhaustif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous ne saisissez pas et que vous voulez que je réexplique. Je suis là pour ça. Donc, on va faire notre tunnel VPN pour accéder aux ressources qui sont dans l'entreprise. Et puis, bien entendu, à partir du PC, de notre PC de télétravailleur, on va aussi accéder à des applications SaaS. Je reviendrai sur ce petit schéma parce que j'y ajouterai quelque chose au fur et à mesure de la présentation. Donc, on va regarder quelques considérations pour moi importantes sur ce VPN nomade. Alors déjà, je vous ai mis trois screenshots en bas qui sont 3 des clients qu'on utilise. Je dis bien 3 des clients parce qu'en fait, c'est pas, on peut utiliser d'autres choses aussi. Mais le premier, c'est le client SSL. Le dernier, c'est le client IPsec qui est le client NCP, donc qui est un client qui est payant. Pareil, je vous dirai aussi pourquoi. Et le client du milieu, qui est le client Microsoft IKE V2. Donc vous voyez que déjà, ça fait 3 possibilités de connexion avec des technologies différentes. Donc j'essaierai de vous orienter un petit peu, vous donner des tuyaux sur lequel utiliser plutôt que l'autre. Pourquoi déjà un VPN lorsqu'il s'agit d'un PC? On va le faire déjà quand il s'agit d'un PC qui est maîtrisé, c'est-à-dire qui est dans le domaine où il y a les différents outils de l'entreprise et notamment également les outils de sécurité de l'entreprise. On va le faire parce que ça permet tout simplement à l'utilisateur d'être comme s'il était sur le réseau de l'entreprise avec tous ces outils. Moi, quand mon VPN est lancé, que je sois sur le réseau à Seattle, comment vous dire, j'y suis pas forcément souvent, et puis je risque pas d'y remettre les pieds avant un petit moment, mais que je sois sur le réseau là-bas ou que je sois en télétravail, j'ai strictement les mêmes outils, je lance la même chose, j'ai mon Outlook, j'ai tout ce qui va bien. Et donc, ça simule le fait d'être comme si on était sur le réseau de l'entreprise. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est que ça va permettre la synchro avec le domaine, l'utilisation des GPO. Donc, si l'administrateur veut installer des applications sur tout le parc, faire des mises à jour, faire certaines choses. Et puis quelque chose d'important, c'est que ça va également permettre la sécurisation des flux qui passent dans ce VPN à partir des fonctions UTM du firewall WatchGuard duquel vous avez fait le VPN. Donc ça, c'est important. Dernier point, si vous avez bien entendu un domaine et un Active Directory, eh bien l'utilisateur, quand il va se loguer avec son VPN, il va utiliser exactement le même login. Donc ça ne va pas le perdre à utiliser un login différent. Donc tout autant de considérations importantes pour ce type de connexion. Une question se pose en termes d'architecture, c'est de savoir si, alors le terme est un peu barbare, mais vous allez vite le comprendre avec le schéma, j'espère, si on fait ce qu'on appelle du split tunneling ou pas. L'idée, c'est quoi? C'est que quand vous avez votre télétravailleur en VPN, vous avez 2 possibilités, soit de forcer tout le trafic dans le tunnel, et dans ce cas-là, quand bien même l'utilisateur veut accéder à un serveur web qui logiquement, normalement, il n'y a pas besoin de repasser par l'entreprise pour y accéder. Eh bien, si on force tout le tunnel dans le trafic, tout le trafic dans le tunnel, on va faire ce que fait le schéma et donc on va repasser par le VPN et par le boîtier et par l'entreprise pour ressortir et accéder au serveur web. Vous allez me dire pourquoi faire ça? Tout simplement, je vous ai mis avec le logo du boîtier, je vous ai mis les petits logos des services de sécurité du boîtier. Et c'est là que l'apport va être, c'est que vous allez, quand vous faites ça, sécuriser les flux de cet utilisateur, utiliser toutes les fonctions de sécurité que j'ai pas remises ici dans ce webinaire, mais vous les avez probablement en tête, à savoir le filtrage d'URL, l'antivirus, la sandboxing, voilà, tous les services de sécurité WatchGuard qui peuvent s'appliquer à ces différents flux qui vont ressortir par le boîtier. Et bien vu que ça vient du VPN, vous pouvez les réappliquer et donc améliorer la sécurité du surf de l'employé qui est en télétravail. Si on fait du split tunneling, la partie qui doit aller vers le serveur web va y aller en direct, ne va pas repasser par le central. Donc il y a une considération de sécurité, mais qui ne fait pas tout, parce que rien n'empêche l'utilisateur de désactiver son VPN et d'aller où il veut, et de se prendre une saloperie.
Donc ça sécurise un peu plus quand la connexion est montée, mais quand la connexion n'est pas montée, c'est pas le cas. En revanche, il y a une considération de bande passante importante, c'est que si vous routez tout dans le tunnel, vous imaginez bien que dans la bande passante centrale de l'entreprise, il faut avoir dimensionné la connexion Internet en conséquence, et le boîtier WatchGuard en conséquence également, parce que ça va être autant de trafic qu'il va falloir traiter avec des services qui vont s'activer. Donc dans le dimensionnement de la connexion Internet et du boîtier WatchGuard, il va falloir prendre ça en considération, de savoir dans lequel des deux schémas vous vous positionnez avec des pour et des contre. Moi, je ne me positionnerai pas dans l'un ou dans l'autre. Il y a du pour, du contre. C'est vraiment en fonction de vous, de vos besoins, que vous allez plutôt vous placer dans un cas plutôt que dans l'autre. Alors, pour rappel sur le VPN, mais je fais référence à une des questions que j'ai en ce moment là. Quand je vais décrire la différence entre les différents outils VPN, il y en a un qui permet de monter le VPN à l'ouverture de session. C'est en référence à la question sur les MSI. Pour ceux qui sont admins de boîtier, je vous ai mis là juste le petit screenshot de la configuration sur le mobile VPN SSL. Vous voyez que si vous voulez choisir entre l'un ou l'autre, en fait, c'est tout simplement une case à cocher. Vous allez soit forcer tout le trafic, soit indiquer les ressources à accéder via le tunnel. Donc en termes de configuration, c'est pas grand-chose. C'est vraiment plus le choix à faire de votre côté plus que l'autre. Justement, voici le petit tableau qu'on a fait pendant cette période, que la Corp a fait. Donc vous le retrouverez sur le site WatchGuard ou dans la présentation si vous souhaitez la présentation, qui vous met une petite comparaison des trois types de connexions en IKEV2, en SSL et en IPsec. Il y a quelques points importants dans la comparaison. Le premier, c'est la nature de trafic. Typiquement, le SSL, c'est l'HTTPS, donc ça passe partout. C'est typiquement ce qu'on va souvent préconiser lorsque on parle plus de nomadisme pur que de seulement de télétravail. Pourquoi? Typiquement, je suis souvent à me déplacer, aller en région, voir des clients ou des partenaires et être à l'hôtel. Il y a des endroits où il n'y a que de l'HTTPS qui passe, et du coup le SSL va passer plus facilement que les autres clients, notamment le client IPsec, où il y a des ports qui, s'ils sont bloqués, le client ne montera pas. Donc ça, c'est une première considération. Deuxième considération, ça va être la vitesse du client, qui donne quand même un certain confort à l'utilisateur et pour des applications. Donc vous voyez que le SSL est un peu moins rapide que les deux autres clients. Vous avez aussi le fait que le SSL, il faut installer l'application. Le client IPsec, il faut installer l'application. Le client IKEV2, il est de base. Il n'y a rien de plus à installer. Dernier point, avec le client IPsec payant, donc le client NCP, vous avez deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il y a un firewall intégré à l'application. Donc ça va renforcer la sécurité du poste. Et le deuxième, qui n'a pas tellement d'intérêt en télétravail, mais qui a un intérêt en mode nomadisme pur, c'est le roaming 4G. Donc le fait que le tunnel tient plus facilement et plus stable quand la personne est en déplacement. Je pense notamment quand vous êtes dans un TGV à 300 km/h, ça va tenir un peu mieux. En termes de support d'OS, vous avez un petit tableau, je vais en reparler un peu par la suite. Vous avez d'autres types de ressources sur le site WatchGuard, notamment des ressources spécifiques liées au Covid, sur une FAQ avec des questions-réponses. Vous avez notamment des questions qu'on a beaucoup eues, qu'on a encore beaucoup, sur les capacités de tunnel VPN. Je vais en reparler le slide après, sur les capacités en tunnel VPN de nos boîtiers.
Et vous avez également des choses intéressantes si vous avez des soucis de montée de clients. Bah forcément, hein, quand vous êtes avec des environnements, un environnement qui change avec des utilisateurs qui sont pas ceux qui sont habitués à être en télétravail, il se peut que vous ayez du troubleshooting à faire que vous n'avez pas à faire habituellement. Donc on a remis des articles dans la base de connaissances pour vous aider à troubleshooter les différents clients. En termes de licence VPN, justement, là je vous ai mis, alors c'est écrit un peu petit, mais le but c'est pas de les passer un par un. Dans la matrice produit que vous pouvez trouver sur le site WatchGuard, vous allez retrouver les différentes capacités des boîtiers. On a une particularité chez WatchGuard qui est que en termes de mobile VPN, donc de clients, pareil d'ailleurs sur les branches Office, on inclut toujours sur nos boîtiers les capacités maximum du boîtier en question. C'est pas le boîtier peut en faire 50, on en met 25 et ensuite vous pouvez faire des upgrades jusqu'à 50. En fait, on va mettre directement le nombre maximum. Donc, par exemple, un M370 est capable de tenir 150 tunnels en SSL. Eh bien, vous avez les 150 de base. Il n'y a pas de. Donc, si vous posez la question comment je vais pouvoir upgrader, aller au-dessus, vous ne pourrez pas parce qu'on a déjà de base mis la capacité maximum. Et on pourrait se dire, ben, soyez sympa à WatchGuard, augmentez le nombre. Le problème, c'est que les boîtiers ne tiendront pas. Et vous ne voulez pas un boîtier qui ne tient pas. Donc voilà, faites attention à ça. On discutera, ça doit être vers la fin du webinaire, d'options, de workarounds pour voir comment augmenter un peu la capacité par d'autres moyens. Notamment en fait d'ajouter un Firebox V ou des choses comme ça. On en discutera à la suite. Donc, pensez à ça. Un petit tuyau, mais prenez-le vraiment avec des pincettes. Vous pouvez cumuler les clients nomades IPsec et les clients SSL. Si vous avez 150 de chaque, vous pouvez la licence, vous pouvez utiliser les deux et donc monter à 300. Ça vous fait mélanger les technologies, donc déjà ça peut être un problème. Et si ça n'en est pas un, faites attention. Un M370, ça supporte 150 utilisateurs. Vous imaginez bien que si vous mettez 300 nomades, plus j'imagine encore des ressources qui tournent sur le réseau de l'entreprise, vous voyez qu'on est bien au-delà du dimensionnement préconisé pour un M370 et vous prenez des risques en termes de charge. Donc je vous donne le tuyau, vous pouvez cumuler les deux, mais attention à bien regarder la charge du boîtier, sa CPU, etc., voir si le boîtier tient. Vous allez le monter en charge progressivement pour voir ce qui passe. Nous, on se base sur des moyennes pour dimensionner nos boîtiers. Donc, si vous avez des télétravailleurs qui ne sont pas très gourmands, ça peut passer, mais faites attention quand même. Quid des justement smartphones et tablettes, qu'est-ce qui va fonctionner dessus? On m'a pas mal posé la question là dernièrement. Alors, pour ce qui est Android, c'est assez simple. Vous avez alors déjà de base un client IPsec qui est natif, donc vous pouvez l'utiliser et vous avez dans le guide utilisateur WatchGuard la manière de le configurer. Sur iOS, c'est pareil, vous avez le client intégré qui fonctionne, qui s'interopère avec nous. Et moi, ce que j'aime pas mal et qui fonctionne pour les deux, c'est OpenVPN Connect, qui est la version OpenVPN pour iOS ou pour Android. Donc, qui est la version client SSL Open pour ces deux OS. Donc ça fonctionne aussi. Vous avez c'est dans le guide utilisateur, vous avez l'explication de comment ça se configure avec le fichier qui va bien pour OpenVPN Connect. Petit rappel, le client SSL qu'on utilise WatchGuard, donc brandé WatchGuard, est un client à base d'OpenVPN, comme à peu près tous ceux qui font du SSL en termes d'éditeurs. Donc ça veut dire que tous les clients OpenVPN vont fonctionner avec nos boîtiers sur les OS, y compris un OpenVPN pour Linux. Donc si il y aura un certain client qui n'utilise pas le client WatchGuard SSL, mais qui utilise le client OpenVPN, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc pensez aussi, si vous en avez besoin, à faire ce genre de choses. Alors les Mac c'est assez simple.
puisque vous avez le client IPC client qui fonctionne dessus. Vous avez notre client SSL qui est supporté sur les Mac. Donc vous avez à peu près toutes les techniques VPN qui peuvent fonctionner dessus. Le slide est un peu plus large dans le sens où il vous indique aussi ce dont on va parler un peu plus loin dans la présentation, que sur un Mac, on peut mettre un host sensor de TDR, on peut mettre un agent, on peut mettre l'agent SSO, et on peut mettre du hotpoint, donc de l'authentification multifacteur au login du Mac. Et à ce propos, si vous n'êtes pas inscrit au webinaire de demain sur l'authentification multifacteur, n'hésitez pas à le faire. On me confirme que ça fonctionne avec Ubuntu, oui, tout à fait. Donc là, vous avez la KB. Alors une KB chez WatchGuard, c'est une knowledge base, c'est un article de la base de connaissances qui redécrit tout ça. Alors d'ailleurs, il est à mettre à jour parce qu'il y a une 12.5.3 qui est sortie avec notamment une mise à jour du client VPN SSL que je vous recommande puisqu'elle corrige un certain nombre de comportements de la 12.5.2 et préalable. Alors, dans ce mode-là, si on regarde cette crise qu'on est en train de vivre du Covid, c'est une période d'opportunité, mais je vais passer le suspense assez vite. Malheureusement, c'est une période d'opportunité pour les pirates. Donc, il y a d'autres considérations autres que juste la connectivité qu'on va devoir regarder. Pourquoi est-ce que c'est une période d'opportunité pour eux? Tout simplement parce que les pirates ont toujours joué avec des sujets de prédilection. Vous savez, quand c'est la période des impôts, vous recevez des faux emails sur les impôts. Quand c'est le Black Friday, vous devez faire attention à vos emails parce qu'il y a des faux emails sur le Black Friday. Dès qu'il y a un sujet comme ça qui attire l'attention des gens, les pirates vont s'engouffrer dedans. En ce moment, on va en reparler, en ce moment, il y a bien entendu le Covid, mais il y a des sujets aussi spécifiques. C'est le cas par exemple pour un Zoom. Donc là, ils tiennent le sujet de prédilection qui va bien et ils vont pas se gêner. Une deuxième chose fait que c'est une période d'opportunité pour eux, et ça me fait un peu plus peur, c'est qu'on est en train, et on a mis toute une population massive de gens qui ne sont pas habitués au télétravail dans un environnement de télétravail. Est-ce qu'on a eu le temps de les sensibiliser à tous les sujets? J'en suis pas convaincu encore à l'heure actuelle, mais pour le coup, les pirates en ont bien conscience. Il y a des gens qui ne sont pas habitués et qui vont essayer de gruger et d'avoir. Et donc, on a vu, de toute manière, là, on commence, ça fait un moment maintenant qu'il y a le confinement et le Covid, donc on commence à avoir pas mal de chiffres, et clairement, les pirates sont peut-être en confinement, mais en tout cas, ça ne les empêche pas de pirater. Donc ça y va très très fort. Alors oui, il est vrai, certains hackers ont promis de ne pas s'attaquer aux hôpitaux durant l'épidémie du coronavirus. Un certain nombre de groupes de hacking assez célèbres, assez costauds, ont dit bon, les hôpitaux, on n'y touche pas. Ok, promis. Sauf que c'est que un certain nombre de groupes, donc ça c'est le bon pirate, mais il y a un peu la brute, puisque vous avez dû voir que la PHP, donc le groupement des hôpitaux parisiens, s'est fait attaquer. Alors, par chance, c'était pas un crypto, c'était une attaque de déni de service, donc qui a bloqué quelques services, mais qui n'est pas aussi grave que si les machines de la PHP se font chiffrer, bloquer, et avec la demande de rançon qui va avec, mais quand même, j'aurais bien quelques insultes que je ne peux pas sortir dans un webinaire que je leur donnerai à ces pirates qui ont attaqué la PHP. Et ça n'est qu'un exemple. Malheureusement, oui, il y en a quelques-uns qui peuvent avoir un peu d'éthique, mais pas les autres. Et encore moins ceux qui en ce moment sont en train de faire de l'hameçonnage à partir de la pandémie. Donc vous retrouvez tout un tas de mails, vous avez dû en recevoir, j'en suis sûr, vous qui êtes sur le webinaire, des faux emails sur le corona, qu'on voit des fausses ventes de masques avec des gens qui achètent des masques, qui se retrouvent avec des faux numéros de tracking, qui reçoivent jamais les masques, par contre qui ont payé, ça y a pas de souci. C'est très bien fait d'ailleurs. On voit des faux emails de l'OMS qui fait des appels aux dons pour aider la recherche sur le corona. En fait, on revoit toute
toute la panoplie que font les pirates habituellement sur l'ensemble des sujets, eh bien, ils l'appliquent en ce moment à ce sujet spécifique du corona. Donc là, le dernier, c'est de l'achat de médicaments qui sont censés aider. Donc attention à tout ça. Alors, je vais faire ma petite pub au passage. Vendredi après-midi à 14h, il y a un webinaire qui s'appelle le jeu du chat et de la souris 2. Donc vous avez le chat et la souris 1 sur notre chaîne YouTube, où en fait c'est une présentation de vulgarisation de la sécurité et du mécanisme des pirates qui vont sans cesse exploiter les derniers trucs, les dernières technologies, et nous qui allons en permanence essayer de se défendre et donc de suivre ce rythme, ce que j'appelle le jeu du chat et de la souris. Donc j'ai fait une première présentation en balayant 50 ans d'informatique, grosso modo. Et vendredi, je vous présente le chat et la souris 2, où c'est le même principe, c'est d'expliquer ce mécanisme du jeu du chat et de la souris entre le pirate et ceux qui tentent de se protéger, mais sur les 3 dernières années, donc sur une période beaucoup plus courte. Eh bien, pendant que je faisais cette présentation sur le télétravail, mais je me disais qu'au final, je pourrais faire un chat et souris 3, ce que je vais sans doute pas faire, mais imaginez, rien que sur cette période du Covid, puisque rien que sur cette période du Covid, les pirates ont abusé et abusent de toutes les techniques possibles pour pirater et on trouve encore de nouvelles. Donc ça aurait été intéressant aussi à faire. Donc notamment, des failles de circonstances, vous avez dû tous voir la polémique qu'il y a autour de Zoom, une appli de visioconférence qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont passés de 10 millions d'utilisateurs jour à 200, grâce à cause, enfin peu importe, de cette période où, bien entendu, tout le monde en télétravail, tout le monde a besoin de ces outils de visioconférence. Sauf que la problématique, c'est que là, vous voyez, le FBI a alerté sur des failles de sécurité dans Zoom. On a un bug dans Zoom qui permettait d'ouvrir les caméras pour les utilisateurs de Mac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une faille qui permettait de voler des logins Windows. Là, c'est un installeur Zoom qui est livré avec son malware intégré, enfin en l'occurrence ce qu'on appelle un cryptojacker, donc quelque chose qui va générer de la monnaie virtuelle. Et donc vous voyez que, à la limite, même rien que sur Zoom, on retrouve tous les exploits possibles des pirates et de comment ils peuvent exploiter un outil comme ça sur lequel se retrouve beaucoup de monde. Alors, il y a débat sur Zoom. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est pas tellement la question, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça met en évidence qu'effectivement tout logiciel, tout système d'exploitation, tout système qui est sous les feux de la rampe, si les pirates s'en occupent, ils vont trouver des choses. Donc je leur jetterai pas tellement la pierre. Je ne serai pas à vous conseiller ou à vous déconseiller de l'utiliser, de ne pas l'utiliser. En revanche, l'expérience nous montre qu'en général, un outil comme ça, quand il est mis sous les feux de la rampe, que plein de choses sont trouvées dessus et que l'éditeur fait le travail de corriger ce qui lui est remonté, ça peut donner des outils qui, à terme, deviennent un petit peu plus costauds que d'autres. Mais bon, c'est intéressant de voir ce mécanisme néanmoins. Donc, faites attention dans les outils que vous utilisez et que vous utiliserez à l'avenir pour en mode de télétravail. Ah oui, et puis dernier point, on a trouvé une base de 500 000 mots de passe venant de Zoom sur le dark web. Bon, payant, tout ça, enfin, ça fait du business. Tout ça pour dire que c'est bien, on a mis des télétravailleurs et on s'est acharné. Je vois qu'il y a pas mal de partenaires qui sont connectés à ce webinaire, donc vous avez donné beaucoup de votre temps pour réussir à dépanner des clients, à les connecter. Il faut maintenant faire un pas de recul et puis se poser la question, est-ce que cette connexion elle est faite comme il faut? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la sécuriser un petit peu plus? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer un peu plus la situation en termes de sécurité? Et je vais vous prendre un petit exemple pour vous faire comprendre la problématique qu'il peut y avoir. Je reviens avec mon télétravailleur qui se connecte avec son tunnel VPN et il se trouve qu'il est en télétravail, donc il est à la maison.
Donc, il se peut qu'à partir de son PC de travail, il fasse autre chose que du travail. Alors, j'aurais pu vous mettre une petite page web liée au Covid, mais bon, au final, les gens sont chez eux, ils font comme ils font d'habitude. Typiquement, il y en a, là c'est mon exemple, potentiellement, ils vont aller sur un site de téléchargement illégal pour récupérer un film pour regarder le soir, parce que ils peuvent pas aller au cinéma en ce moment. Et on sait tous, enfin on sait tous pour ceux qui ont déjà été sur ce genre de site, moi jamais, hein, je ne vais jamais là-dessus, que l'on peut se faire infecter parce que il y a des publicités, il y a des fausses publicités, il y a des bannières qui vont potentiellement pousser du malware. Ces sites-là en sont remplis. Et que si c'est effectivement ce qui se passe, eh bien notre télétravailleur va se faire infecter. Et si notre télétravailleur se fait infecter, potentiellement par rebond, c'est aussi l'entreprise qui va se faire infecter et les autres utilisateurs connectés à l'entreprise. Donc ce phénomène d'infection par rebond est assez simple à comprendre. On peut le parer, mais il faut avoir mis en place ce qu'il faut. Donc ça, c'est un exemple. Bien entendu, il y en a d'autres. Imaginez si vous faites voler votre mot de passe de connexion. Le VPN sera potentiellement exploitable par un pirate, même connecté d'ailleurs. Et puis vous avez bien entendu tout ce qui est lié au phishing. Si vous cliquez sur quelque chose, imaginez le poste qui se fait verrouiller par un crypto, que ce crypto se propage. Je vous laisse imaginer. Et pour le coup, toutes les arnaques que vous connaissez classiquement en sécurité, dont je parle dans mes présentations du chat et de la souris notamment, sont applicables dans le cas de notre télétravailleur. Problème, c'est que en temps normal, ça nous pose pas trop de problèmes. Ça nous en pose, mais notre télétravailleur, il n'est pas télétravailleur, il est travailleur, il est d'entreprise, il est derrière un firewall qui, lui, a de multiples couches de sécurité, plus un système d'information avec d'autres mécanismes de sécurité, notamment ce qu'il a sur le poste, mais pas que. Donc en fait, on a du multicouche de sécurité sur le firewall, sur le poste de travail et sur le reste du réseau de l'entreprise. Donc il est quand même derrière, si les choses sont bien faites, derrière une forteresse qui fait que ça lui garantit quand même un bon niveau de sécurité. Il n'y a pas de 100%, il n'y en aura jamais, vous connaissez ma façon de penser là-dessus, mais quand il est dans l'entreprise, il a quand même un curseur de sécurité qui est assez haut. Là, il est chez lui. Il est chez lui. Alors, autant moi j'ai la chance en télétravail d'être derrière un Firebox, autant c'est pas le cas de nos télétravailleurs qui sont bien souvent derrière une box quelconque sans aucune sécurité sérieuse. Et donc en fait, la seule sécurité qui reste vis-à-vis des attaques, c'est ce qu'il y a sur le poste. Et donc ce qu'il y a sur le poste, moi ma recommandation, ça va être de réfléchir exactement de la même manière que si on était dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on réfléchit en multi-couches. Et bien là, pour notre télétravailleur, il va falloir ajouter des couches de sécurité pour s'assurer de monter notre curseur de sécurité. Alors, petit tacle, gentil. Quand vous installez du tunnel VPN SSL, il y a une règle par défaut, qui est une règle ENI. Ça, typiquement, c'est le premier des travaux à faire. C'est travailler sur cette règle, parce qu'elle pose un certain problème. Je pense qu'avec le schéma, ça vous explique tout de suite où est le problème. C'est que s'il y a une règle ENI, le firewall va rien pouvoir faire et tout va rentrer. Donc, effectivement, un des travaux va être là-dessus et l'autre travail va être au niveau du poste. Alors, je regarde, j'ai une question. Ok, c'était juste un commentaire sur DNSWatchGo. Ça tombe bien parce que je vais en parler. Donc, cette règle ENI, pour ceux qui sont utilisateurs du Policy Manager, la voilà. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas très grave. C'est juste une règle de configuration du client SSL, mais on a la même pour le client IPsec. C'est-à-dire par défaut, pour aider à la configuration, pour que ça soit plus simple et qu'on puisse tester plus vite, il y a une règle qui autorise tout dans le VPN. Comme ça, on teste, ça fonctionne, ok, c'est bien. Mais on ne doit pas s'arrêter là. En fait, on est censé bien faire les choses et ne pas laisser cette règle activée. Donc la désactiver. Parce que la laisser activer, c'est penser que notre télétravailleur il est dans un environnement tout aussi sécurisé que l'entreprise. Or,
dans la majorité 99,99% des cas, notre télétravailleur, il est dans un environnement qui est moins sécurisé que l'entreprise et les pirates ne sont pas des imbéciles. S'ils veulent rentrer sur un réseau, ils ne vont pas rentrer par la porte qui est la plus compliquée à défoncer. Ils vont rentrer par le maillon faible et le maillon faible, très clairement, bien souvent, c'est des nomades. Pas que, on verra, hein, c'est peut-être aussi des accès RDP publiés, mais bien souvent, c'est le nomade. Donc, avec ou sans période de Covid, c'est de toute manière une bonne pratique à avoir. Donc, ne pas laisser cette règle activée, n'autoriser que les flux qui sont strictement nécessaires dans le VPN, activer les services de sécurité qui sont possibles sur ces flux, et bien entendu, activer les logs pour que vous ayez de la visibilité sur ce qui se passe sur les flux en provenance de vos nomades, pour voir si vous loguez tout ça dans une dimension par exemple, pour voir s'il y a des choses qui peuvent être des anomalies que vous pouvez améliorer pour une fois de plus remonter notre curseur de sécurité un cran de plus. Donc ça, cette partie-là, elle est vraiment importante. C'est la base de la base de la base. Est-ce que c'est suffisant? Ben non, non pour différentes raisons. Il y a des protocoles qui passent dans le VPN qui ne sont pas proxyables, qu'on peut passer à travers des proxys, donc on ne pourra pas appliquer tous les services de sécurité aussi bien que sur du flux Internet. Donc rien que cette donnée-là fait que il va falloir quand même considérer notre poste du télétravailleur comme un poste sur lequel il va falloir mettre du multicouche en termes de sécurité. Multicouche, je pense à quoi? Je pense bien entendu à un antivirus à jour. Ça ne suffit pas. Je ne veux pas vous vendre l'un plutôt que l'autre ou vous dire que Panda c'est de la bombe. C'est pas la question. C'est le mécanisme d'antivirus qui est essentiel et qui est important et qui est une base, mais pas uniquement. Je me place bien entendu dans un contexte solution WatchGuard. Si vous avez d'autres choses que vous pouvez ajouter au poste, c'est le bienvenu. D'ailleurs, j'aurais dû rajouter un petit bullet point qui indique ça, mais bon, vous compléterez aisément vous-même. Si vous avez un firewall qui a pour suite de sécurité une totale sécurité suite, ça veut dire que vous avez du TDR dans les couches de sécurité. TDR, c'est un agent comportemental sur les postes, derrière le firewall sur le réseau de l'entreprise, mais qu'on peut également déployer sur les postes nomades. Et c'est très efficace également sur un poste nomade et donc sur un poste de télétravailleur. Donc, vous avez normalement, par exemple, sur un M370, 150 en sensor, donc l'équivalent de ces agents. Donc, vous pouvez en déployer sur vos postes en télétravail et ça amènera de la sécurité supplémentaire à votre télétravailleur. Autre chose, je vous parlais de vol de mot de passe, notamment vol de mot de passe sur l'accès VPN. Eh bien, on va rajouter du MFA. Donc, Hotpoint, en produit WatchGuard. Il y a d'autres produits non WatchGuard, mais bon, là, je fais mon webinaire sur nos solutions. Donc, on va pouvoir mettre Hotpoint aussi bien sur un poste Windows de l'entreprise que sur un poste Mac de l'entreprise, parce qu'on peut faire les deux. Mais ça va également vous servir à sécuriser les accès SaaS. Donc, on va couvrir beaucoup plus que juste la partie VPN. Un Salesforce avec toute la base client qui est dedans, si notre télétravailleur se fait pirater et que le pirate peut rebondir à partir de là et accéder à Salesforce, il va se régaler. C'est plein de données qu'il va pouvoir vendre. Je vous rappelle que ce qui rapporte le plus en ce moment à des pirates, certes, il y a les cryptos avec les rançons, mais récupérer de la donnée et les vendre, ça rapporte même beaucoup plus maintenant à ce stade. Et d'ailleurs, je dis pourquoi dans le chat et la souris 2 que je joue vendredi. Je fais ma petite pub, j'en profite. Autre chose, vous allez pouvoir mettre DNS Watch Go. DNS Watch Go, je vais revenir dessus, mais qui va vous apporter les couches d'anti-phishing, de filtrage d'URL pour les nomades, et également vous apporter une visibilité sur ce qu'ils font, et notamment savoir s'il y en a qui vont télécharger des choses illégales ou pas. Ça fait partie de ce qu'apporte ce type de produit. Alors, si on regarde dans le détail, je regarde si j'ai des questions. Non. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je jette un œil dès que possible.
Donc, si on regarde dans le détail, TDR, vous avez les licences Host Sensor qui sont incluses dans Total Security. C'est ce qu'on appelle de la Threat Intelligence. Donc, c'est glaner plein d'informations pour essayer de voir s'il y a un comportement anormal, si le PC a été piraté, s'il a été hacké, s'il y a un comportement résultant de l'installation d'un malware ou toute autre menace de ce type. Vous avez deux comportements. Vous allez avoir le comportement quand on est sur le réseau, sur lequel on a ce qu'on appelle de la corrélation, c'est-à-dire que le comportement du poste va être corrélé avec ce qu'on voit sur le firewall et donc les flux réseau qui passent à travers le firewall, parce que les deux corrélés peuvent permettre d'avoir une image de ce qui se passe en termes d'attaque qui est plus précise. Ça n'empêche pas que vous avez quand même des détections de comportements malsains. Vous avez également ce qu'on appelle le HRP, donc le Host Ransomware Prevention. Donc c'est un module dédié de TDR qui va combattre les ransomware par cette détection comportementale. Et plus récemment, on a ajouté de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec un mécanisme de machine learning pour détecter ce type de ransomware. Chose que bien souvent les gens ne savent pas, et c'est dommage, parce que ça en dit long sur la capacité des services de sécurité des boîtiers WatchGuard à bosser les uns avec les autres. C'est l'analyse en sandbox. Vous savez que dans la Total Security, il y a l'APT Blocker qui est de l'analyse en sandbox, mais parfois on envoie des fichiers pour analyse, on ne peut pas attendre cette analyse et donc ces fichiers sont quand même transférés avec l'information qui est ensuite mise en dimension. Et bien si vous avez TDR, si vous avez un host sensor, l'APT blocker va discuter avec le host sensor et si un fichier a été détecté comme malsain 5 minutes après, eh bien TDR est capable d'aller le retrouver et d'aller le nettoyer. Et donc ça a quand même une capacité fonctionnelle importante pour garder un réseau propre. Ça, c'est si ça se passe dans le périmètre. Si c'est hors périmètre, eh bien le host sensor est capable de soumettre des fichiers en sandbox. C'est pareil, c'est soumission chez Lastline, l'éditeur avec qui on travaille pour la sandbox. Donc ça va vous apporter la fonction, en quelque sorte, je vulgarise un petit peu, mais en quelque sorte, ça va vous apporter la fonction d'APT blocker sur votre télétravailleur alors qu'il n'est pas derrière un firewall. Vous avez ici un petit lien que je vous ai mis pour les tips de déploiement de TDR, parce qu'il y a un certain nombre de choses à savoir, notamment sur les exclusions d'analyse avec l'antivirus pour garantir des performances au top de la machine. Je vous ai mis là le petit récap de nombre de host sensors qui sont inclus de base avec les différents modèles de Firebox. Vous voyez, si vous avez un M370, vous avez 150 host sensors dans la totale, vous en avez 30 avec un T55, etc. Et vous voyez que jusqu'au M370, ça correspond au dimensionnement du boîtier, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'un M370, ça va jusqu'à 150 utilisateurs et on vous offre 150 licences host sensors. À partir du M470, faites attention, on garde un package de base qui est de 200 pour le 470 et 250 pour les modèles au-dessus. Et si vous voulez plus de host sensors, il y a des packs additionnels que vous pouvez rajouter. Avec, pour l'occasion, on essaie de baisser les coûts d'acquisition comme on pouvait. Donc, on a fait pour l'occasion une promo sur l'ajout de host sensors supplémentaires. Donc, si vous êtes client final, vous pouvez vous renseigner auprès de votre partenaire. Et si vous êtes partenaire, vous avez les informations normalement qui ont été transmises. L'autre chose qu'on va mettre, c'est bien entendu Hotpoint. Si ça vous parle pas Hotpoint, je vous conseille d'aller de reprendre l'invitation des webinaires qu'on vous a envoyés et de vous inscrire au webinaire de demain matin, je crois que c'est à 10h de mémoire, où on parlera en dédié de Hotpoint, mais de façon simple, c'est de l'authentification multifacteur. Donc notre télétravailleur, il va lancer son VPN en utilisant son login mot de passe Active Directory ou autre, hein, ça peut être un mot de passe local au firewall notamment, ou un radius ou d'autres choses. Mais dans le contexte du MFA, eh bien, on va lui demander une authentification supplémentaire à partir de son téléphone. Donc pour du client SSL, c'est un push. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rentrer son login mot de passe,
sur son téléphone, l'application Hotpoint va lui demander de valider. Donc, pour pouvoir valider, il va falloir qu'il déverrouille son téléphone et qu'il valide la connexion VPN. Pour un utilisateur, c'est vraiment tout simple. C'est juste une validation, comme on a de plus en plus sur plein d'autres outils. Vous avez de l'authentification multiple sur du Facebook, sur du Google, etc. Et d'ailleurs, au passage, vous pouvez utiliser Hotpoint pour ces authentifications-là. Moi, sur mon Hotpoint, sur mon téléphone, j'ai l'authentification pour mon Facebook, pour mon Insta, pour mon Google. Et il faudrait que quelqu'un ait mon téléphone et mon empreinte s'il souhaitait pouvoir s'authentifier sur ces services-là à ma place. Alors, petite information intéressante, si vous on est quand même dans une période où très clairement, quand on veut rajouter de la sécurité, on n'a pas forcément les budgets qui vont bien. Les budgets sont votés d'une année sur l'autre, ou on a déjà dépensé pas mal pour mettre les gens en télétravail. Donc, ce qu'on a fait chez WatchGuard, c'est que sur Hotpoint, on vous a mis à disposition, que vous soyez client ou partenaire, des licences pendant 4 mois, gratuites, jusqu'à concurrence de 250 utilisateurs. Je trouve que c'est déjà pas mal. Sans aucun engagement, vous les utilisez pendant 4 mois, vous utilisez votre Hotpoint. Si vous voulez, à la sortie de crise, ne plus l'utiliser, peu importe. On verra qu'il y a la même chose sur d'autres services. Hotpoint va vous permettre donc de sécuriser ce fameux VPN qu'on a vu dans notre archi télétravail, les applications SaaS, mais ça vous permet aussi de sécuriser le poste de travail lui-même, le login, de sécuriser vos appliances de sécurité. Vous pouvez sécuriser votre compte WatchGuard avec Hotpoint, et vous pouvez sécuriser quelque chose dont on va parler un peu après, à savoir l'Access Portal, donc le portail clientless d'accès à différentes ressources, et notamment aux ressources RDP. Alors en ce moment, c'est un peu dur de déployer des choses sur site. Donc pour rappel, Hotpoint, c'est un produit full cloud. La seule chose que vous avez à déployer, c'est un petit agent sur l'Active Directory qui fait en fait relais radius. Donc ça peut s'installer à distance. Et grosso modo, une install Hotpoint de base, c'est une demi-heure pour quelqu'un qui connaît. Donc c'est vraiment un produit qui peut s'installer même dans le contexte actuel. Et il va vraiment beaucoup apporter à nos télétravailleurs en termes de sécurité. Alors on nous pose souvent la question, ok, mais il faut avoir un téléphone. Comment on fait si on n'a pas de téléphone? Est-ce qu'on peut utiliser des tokens, etc. Alors vous avez vu que sur ce slide, il y a des tokens que j'ai barrés. Je les ai barrés parce que ça n'est pas notre recommandation. On va bien parler de recommandation. Pourquoi? Parce qu'un token physique, ça se perd plus facilement que souvent, on ne met pas une empreinte sur un token physique. Donc, c'est pas le même niveau de sécurité que l'application Hotpoint sur un téléphone. On n'arrivera pas au même résultat, au même haut niveau de sécurité. Donc, c'est une solution dégradée. Donc, c'est pour ça qu'on ne le recommandera jamais de base. En revanche, alors il y a quelques critères techniques, je ne vous les ai pas mis là dans la présentation, d'ailleurs j'aurais peut-être dû, mais il y a quelques critères techniques à satisfaire, mais on a une interopérabilité avec des tokens tierces, et on doit sortir en juin des tokens rouges WatchGuard, dans le cas où vous ne pouvez pas utiliser l'appli sur le téléphone. Si vous pouvez utiliser l'appli sur le téléphone, s'il vous plaît, c'est beaucoup plus sécurisé. Et puis en plus, les gens s'y font tellement bien que ça serait dommage. Ça coûte moins cher parce que bizarrement, les gens perdent facilement des tokens quand ils ont juste à redemander à leur entreprise, j'ai perdu mon token, redonne-moi un. Par contre, leur téléphone, ils font gaffe. Enfin, un peu plus, on va dire. DNS Watch Go, donc dans la liste des multicouches qu'on va rajouter sur notre poste de télétravailleur, va nous faire la détection au niveau DNS. Donc en fait, sur toutes les requêtes DNS de notre télétravailleur, on va les vérifier. Et on va vérifier si ça va vers des sites, des IP malicieuses. Et si c'est le cas, on va bloquer cette connexion. Donc on va bloquer beaucoup des liens qui sont dans les emails de phishing. On va également bloquer ce qu'on appelle le C2. Le C2, c'est le Command and Control. C'est quand un pirate
a pris la main sur une machine et l'a fait rentrer dans ce qu'on appelle un botnet. Il contrôle toute son armée de machines. Il contrôle ça à partir d'un serveur et il a des connexions vers ces machines qui s'appellent des connexions de command and control. Donc ces types de connexions, on va être capable de les référencer, de les connaître et de les bloquer. On va également faire du filtrage d'URL avec deux apports, un apport sécurité bien entendu, parce que si on empêche notre utilisateur d'aller sur un site qui est malsain, on n'a même pas besoin d'aller faire jouer l'antivirus pour essayer de détecter si le malware en est un ou pas. Donc on va bloquer l'attaque plus tôt dans le process, dans les étapes d'attaque du pirate. Et puis c'est aussi quelque part un peu de productivité, parce que vous allez pouvoir dire ce type de site, je veux pas que le PC d'entreprise puisse y accéder. Alors bien entendu, l'utilisateur est en télétravail, donc si vous utilisez un PC perso, une tablette perso pour aller sur ce site, malheureusement, malgré tout, il pourra le faire, mais en tout cas pas avec le PC d'entreprise. Et puis dernier point, c'est de la sensibilisation des utilisateurs, c'est-à-dire que quand l'utilisateur il va ouvrir, alors qu'il ne devrait pas, un email de phishing, de hameçonnage, qui va cliquer sur un lien alors qu'il ne devrait pas non plus, eh bien, si on connaît le site malicieux sur lequel il doit aller et qu'on le bloque, on va aussi afficher à l'utilisateur un message pour lui dire, un message qui est customisable, pour lui dire qu'il n'aurait pas dû cliquer dessus, qu'il n'a pas fait assez attention et qu'à l'avenir, il faut qu'il fasse gaffe. On peut lui tourner une petite animation qui lui explique c'est quoi du hameçonnage. Je crois de mémoire qu'il y a 19 langues différentes dans lesquelles on peut tourner cette animation. Donc, c'est pour le cas qui nous concerne avec des télétravailleurs qui n'ont pas les habitudes de télétravail, qui n'ont pas les habitudes et la sensibilisation à la sécurité dans cet environnement. On a un outil qui est quand même extrêmement pratique pour pouvoir délivrer de l'information à nos télétravailleurs et commencer à les convertir un petit peu. De la même manière que Hotpoint, DNSWatchGo, que vous soyez client ou partenaire, vous pouvez récupérer sur le site WatchGuard des licences 120 jours jusqu'à 250 utilisateurs gratuites. Donc n'hésitez pas. Pour le coup, ça ne vous coûte rien du tout. Ça vous permet de rajouter de la sécurité sur les postes que vous souhaitez. Et c'est offert pour la période en question. Donc là, vous avez un petit exemple de sensibilisation avec le phishing sur le GIF. C'est en anglais, mais c'est complètement customisable. Vous pouvez mettre votre message à vous avec la vidéo que vous allez pouvoir tourner en français ou une autre langue. Quelque chose d'intéressant aussi qui est inclus dans DNSWatchGo, c'est le mode Safe Search. Alors bizarrement, il y a des gens qui ne connaissent pas, alors que je pensais que tout le monde savait ce que c'était que le Safe Search, mais non. Donc je vais me permettre de le réexpliquer. Désolé pour ceux qui savent ce que c'est. Le mode Safe Search, c'est un mode qui est inhérent dans YouTube, dans Google, dans Yahoo, dans différents moteurs de recherche, et qui rend les résultats de la navigation entre guillemets propres. C'est-à-dire que ça va filtrer notamment tout ce qui est contenu pornographique. Donc quand vous êtes en télétravail à la maison et que vous avez des enfants, c'est bien aussi. Et donc le mode Safe Search de DNSWatchGo en fait force ce mode-là sur ces moteurs de recherche. C'est-à-dire que alors que vous avez DNSWatchGo et que vous avez dit le mode Safe Search il doit être activé, eh bien, quand vous allez faire une recherche sur Google, sur YouTube ou autre et que vous allez mettre des mots-clés, eh bien, les résultats vont être filtrés pour être propres. Voilà. Donc je trouve que c'est une fonction intéressante. Le filtrage d'URL se fait avec les mêmes catégories que le boîtier, donc les 135 catégories d'URL liées à la base ForcePoint. Donc c'est une base costaud. Et puis le dernier rapport de DNSWatchGo, c'est la visibilité, puisque vous avez des rapports sur ce que cette machine qui est en dehors du réseau visite comme site. Donc ça redonne vraiment une idée de où vont les télétravailleurs sur les périodes en question. Donc là, on était sur notre PC d'entreprise. Donc
entre guillemets, c'est un peu plus facile parce que c'est censé être un PC plus maîtrisé, avec une sécurité beaucoup plus maîtrisée. Se pose le problème quand on n'avait pas assez de machines, que la personne elle a son PC perso et qu'elle veut pouvoir travailler avec. Là, il va falloir se méfier quand même sacrément, pour plein de raisons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour accéder à l'entreprise, on va utiliser d'autres méthodes et notamment, on va parler de l'Access Portal parce que c'est la solution WatchGuard. Il y en a potentiellement d'autres, mais nous, on va parler de celle-là. L'idée, c'est qu'on ne va pas monter un tunnel VPN et je vous expliquerai pourquoi. On ne va pas non plus faire ce que font malheureusement énormément d'entreprises, à savoir publier un RDP à partir du réseau de l'entreprise pour que les télétravailleurs puissent accéder à ce RDP en direct. Ça, on va éviter. Et du coup, ce RDP, on va le publier dans l'Access Portal, qui est un portail sécurisé. Bien entendu, on va rajouter du hotpoint sur l'Access Portal, tant qu'à faire. C'est pas une obligation, mais ça, une fois de plus, ça va contribuer à monter notre curseur de sécurité. Donc, nos considérations importantes pour ce mode d'accès avec des PC perso, donc pas de connexion RDP directement sur Internet. J'en reparle sur les slides d'après. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement une des attaques les plus courantes et une des erreurs les plus courantes des entreprises. Donc, j'en reparle juste après. Je vais faire un petit focus dessus parce que qu'on a beau rabâcher à ce sujet-là, il y a encore plein de RDP qui traînent sur Internet en direct. Donc, on utilisera notre accès clientless, Access Portal en langage WatchGuardien, mais il y a d'autres produits qui font ça aussi. Et surtout, on va considérer que un mot de passe classique, ça ne peut pas suffire pour se connecter. Pourquoi? On est sur un PC perso, je vous le rappelle. Le PC perso, il a pu être vérolé déjà dans le passé, il peut être complètement vérolé là au moment où on parle. Il peut y avoir ce qu'on appelle un keylogger. Un keylogger, c'est un outil utilisé par les pirates pour détecter les touches du clavier et donc glaner comme ça les mots de passe. Donc il peut y avoir tout un tas d'infections sur ce PC sans qu'on le sache. Le fait de rajouter après coup un premier niveau d'antivirus, c'est bien. Maintenant, non, ça ne va pas suffire. Loin s'en faut. L'antivirus, en plus, qui permettrait de se dire, bon, j'ai mis un antivirus, donc je peux me permettre de monter un VPN. Non. Enfin, vous pouvez, hein, mais moi, je ne vous le recommanderais pas. Un antivirus, l'efficacité d'un antivirus aujourd'hui avec les menaces 0-day, dans les bons cas, on est autour de 60%. Dans les cas actuels où les pirates s'embêtent à créer des nouveaux malwares et des choses qui ne sont pas connues, on n'est même pas à 60% d'efficacité. Donc prenez le risque si vous voulez prendre le risque, moi je ne vous le recommanderai jamais. Ça ne suffit pas. Alors, on me pose une question qui est assez spécifique, mais ça ne m'étonne pas de Monsieur Jacob. Portail FM RDP, vous pourrez utiliser le portail et du RDP, mais pas vous ne pourrez pas mettre le broker RDP directement dessus. Il faudra vous connecter à un des serveurs en particulier. Il y a différentes raisons, c'est en discussion en interne chez nous pour voir si c'est quelque chose qu'on peut apporter ou pas. Je reviens sur mon RDP en public. Ça n'a pas 15 ans, hein, c'était l'année dernière. Il y a une vulnérabilité qui a été découverte sur RDP. C'en est une, mais il y en a régulièrement. Mais celle-ci était un peu costaud, c'est pour ça que je vous en parle. Elle s'appelle, en plus celles qui sont un peu costauds, généralement on leur met des jolis noms, donc elle en a un, elle s'appelle Bluekeep. Et c'est une vulnérabilité qui a été exploitée sur des centaines de milliers de machines et qui en l'occurrence touchait en termes de vulnérabilité des millions de systèmes. Les millions de systèmes RDP qui sont publiés sur Internet sans plus de contrôle. Donc ça, c'est un exemple. Vous allez avoir une vulnérabilité dans RDP qui va être ensuite exploitée. Et en l'occurrence, Bluekeep a été exploité massivement et assez facilement. Tout au travers du monde, mais également avec d'autres techniques. Alors là, je vous ai remis un petit extrait, c'est pour le teasing une fois de plus du chat et souris 2, puisque j'en parlais déjà dans cette présentation-là, en prenant l'exemple d'une attaque qui s'appelle SamSam.
qui est un ransomware un peu particulier puisque il ne se propage pas par du phishing. Et justement, c'est tout l'intérêt, c'est qu'il se propage par du RDP. Soit en exploitant des vulnérabilités RDP qui permettent de prendre l'accès sur le bureau à distance, il suffit tout simplement de venir déposer le ransomware et l'activer, soit par du brute force. Le brute force, ça consiste à avoir l'accès à RDP parce qu'il est public et essayer plein de mots de passe jusqu'à ce que ça passe. Alors bien entendu, le pirate il va pas à la main, hein, il utilise des robots, vous connaissez ça, mais ça passe aussi comme ça. Samsung a fait 6 millions de dollars de rançon et 30 millions de dollars de dommages. Alors ils sont bien connus, hein, les pirates qui font ça, puisqu'ils sont recherchés par le FBI, ils ont le droit à leur wanted qui va bien. Le seul problème, c'est qu'ils sont en Iran, donc avant qu'on les chope, il va se passer un petit peu de temps. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Autre exemple qui vous touchera peut-être plus parce que c'est plus proche de nous, c'est en Vendée, c'est Fleury-Michon qui a eu le droit à 5 jours d'arrêt pour ses usines parce qu'ils se sont fait pirater via du RDP, tout simplement. Donc bon, ils indiquent dans le détail que ça serait du brute force sur du RDP. Il se trouve que c'est arrivé l'année dernière en pleine période de Blue Keep. Donc bon, c'est peut-être un exploit de Blue Keep, mais ça on le saura pas nécessairement. Et en l'occurrence, ce RDP était sur Azure directement. Et ça, c'est aussi souvent, malheureusement, une fausse croyance qui est de dire je mets mon RDP sur Azure, du coup c'est chez Azure, chez Microsoft, c'est sécurisé, c'est tranquille. Non, il est en public tout pareil. Donc si vous n'avez pas un Firebox Cloud, par exemple, ou toute autre solution de sécurité qui va protéger cet accès RDP, c'est pas plus sécurisé que si vous avez votre accès RDP publié sur votre réseau d'entreprise. C'est la même chose. Donc c'est un cas intéressant, vous avez pas mal de littérature dessus sur le cas Fleury-Michon, avec notamment l'ANSSI qui en parle, puisque l'ANSSI a été sollicité pour aider Fleury-Michon à s'en sortir, à s'en dépatouiller. Et d'ailleurs, l'ANSSI a écrit un petit document que je vous conseille d'aller voir, puisqu'il date de février de cette année, donc il est hyper récent, hyper à jour, sur l'état de la menace des rançons logicielles. On est loin d'en avoir fini avec ces trucs-là. Dans la doc, ils indiquent que une des façons de rentrer les plus courantes, c'est justement l'accès RDP. Donc on va passer par le WatchGuard Access Portal. WatchGuard Access Portal qui fait partie de la suite Total Sécurité aussi. Beaucoup de choses dans cette suite sécurité, qui va nous permettre un accès nomade sécurisé sans client en HTML5 pour du RDP, du SSH, du web. Moi, je le recommande principalement pour du RDP. Les sessions sont chiffrées et c'est inclus dans la Total Security à partir du M270. En dessous, c'est pas le cas parce que c'est trop gourmand, tout simplement. On verra comment on peut contourner ça si vous avez un boîtier qui est plus petit ou plus ancien que ça. Avec cette crise du Covid, il y a eu un gros engouement de gens qui se sont dit on va utiliser l'Access Portal et le réflexe c'est bon. Sauf qu'on s'est rendu compte que un télétravailleur dans le contexte qu'on a là aujourd'hui est beaucoup plus gourmand que les connexions moyennes qu'on avait jusqu'à présent sur notre Access Portal. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas eu besoin de publier des abacs de nombre d'utilisateurs connectables via l'Access Portal. On l'a fait là pendant la crise parce que c'était nécessaire. On voyait certaines connexions Access Portal qui prenaient jusqu'à 100 mégas. Donc imaginez bien que on ne va pas pouvoir mettre le même nombre d'utilisateurs que le nombre d'utilisateurs qui sont censés être derrière le firewall lui-même. Donc je vous ai mis là le tableau des dimensionnements d'Access Portal. Donc vous voyez sur un M270, on aura un maximum de 10 sessions RDP simultanées, 15 sur un 370, 20 sur un 470, etc. Donc faites attention à cette limitation-là. C'est pas une limitation physique. Vous pourrez aller au-delà si les utilisateurs sont pas si gourmands que ça. Maintenant, vous prenez le risque de mettre le boîtier par terre. Donc, si vous pouvez essayer de suivre cette recommandation, et dans le pire des cas, utiliser, je vous montrerai une autre possibilité
à la fin de cette présentation. Notamment, pour augmenter en capacité, une des possibilités pour ceux qui ont du virtuel ou du cloud, c'est de mettre du Firebox V pour virtuel ou du Firebox Cloud, donc le Firebox Cloud fonctionnant sur Amazon ou sur Azure, justement. Ça va permettre, en fonction de l'architecture que vous avez, d'ajouter des VPN nomades, d'augmenter cette capacité de VPN nomade. Imaginez, vous avez votre siège avec un M370 qui fait 150 VPN, il vous en faut plus, et vous avez aussi de l'Azure. Si vous mettez un Firebox Cloud, vous allez pouvoir rajouter des VPN qui feront le rebond entre Azure et votre entreprise. Et pareil pour l'Access Portal, si vous n'avez pas un boîtier qui tient la charge, mais que vous avez un hyperviseur sur votre réseau, vous allez pouvoir mettre un Firebox virtuel, un Firebox V, qui lui va assurer la fonction d'Access Portal. Ce qu'on a fait sur le Firebox V, pas sur le cloud, parce que là c'est du Microsoft et de l'Amazon, donc on ne peut pas, mais sur le Firebox V, c'est que vous pouvez demander une licence Firebox V pour 4 mois, gratuit, quelle que soit l'édition de Firebox V, small, medium, large ou data center. Donc vous allez pouvoir rajouter la capacité d'Access Portal sur un hyperviseur et vous rajoutez cette fonction-là. En fait, pour les partenaires, si vous cherchez cette fonction-là, c'est au même endroit que la partie évaluation. Parce qu'en fait, on a converti nos évaluations qui étaient normalement de 30 jours en 4 mois sans aucune limite en termes d'utilisateurs. Et du coup, on va se retrouver avec une architecture un peu de ce type-là. C'est que si le firewall n'est pas capable, lui, d'avoir l'Access Portal, on va le placer derrière sur l'hyperviseur ou par rebond potentiellement sur un espace cloud. Petit rappel aussi, parce que c'est très compliqué de déployer des boîtiers en ce moment, on n'a pas toujours envie de se déplacer, d'aller sur site, parfois c'est tout simplement pas accepté ou tout un tas d'autres scénarios. On a une petite fonction qui peut être utile dans certains cas, pas dans tous, je vous le concède, mais dans certains cas, puisque on a cette fonction de rapid deploy qui va permettre d'envoyer le boîtier. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un sur site qui soit à même de câbler le boîtier, de le brancher, de le câbler. Le boîtier prend ensuite, se connecte chez WatchGuard et vous allez pouvoir récupérer la main sur le boîtier à partir de la fonction soit d'un système manager, soit parce que vous allez lui pousser la configuration que vous souhaitez et prendre ensuite la main à distance dessus pour finir la configuration. Donc ça peut peut-être aider dans la période en question pour, avec le moins possible de risques, mettre quand même en place et déployer quand même des firewalls. Même si je sais que c'est pas simple. Petit récapitulatif des offres WatchGuard du moment. Hotpoint gratuit pendant 120 jours pour 250 utilisateurs. La même chose pour DNS WatchGo. La même chose pour les Firebox V, quelles que soient les éditions. Et ça inclut l'Access Portal dans les fonctionnalités. Et puis, pour aller en parallèle, pour des gens qui veulent faire des choses plus pérennes dans la durée, sur 1 an ou sur 3 ans, on s'est permis de mettre des promos spécifiques pour ceux qui veulent investir dès maintenant dans ce type de solution. Et puis voilà, pour nos éléments sur le télétravail. Je regarde un petit peu parce qu'il y a eu un peu de commentaires sur les questions, donc je vais regarder vos questions. Si vous avez des questions suite à ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas. Alors on me demande un avis sur une solution, mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça je le prendrai à part. J'ai certaines questions que je vais prendre à part parce que sinon on pourrait rentrer trop dans le détail. L'Access Portal n'est donc pas compatible avec une infra RDS en bonne et due forme, broker, RD Web, etc. Elle est pas compatible avec le broker. On ne pourra pas directement mettre le broker dans l'Access Portal. Par contre, vous pouvez faire une connexion directe de l'Access Portal à un des serveurs de la firme. J'espère que ça répond à votre question.
D'ailleurs, sur l'Access Portal, si vous voulez plus de finesse technique sur la solution, comment ça s'installe, etc., sur la chaîne YouTube WatchGuard France, vous avez un tuto complet sur l'Access Portal. Donc, je vous recommande d'aller le voir. Il est publié là d'ores et déjà, donc vous aurez, je pense, tout le détail qu'il vous faut. Quelle est la différence entre DNSWatch et DNSWatch Go? Alors, DNSWatch, c'est un service de la Total Security, donc qui est lié au boîtier. Vous savez que maintenant, au WatchGuard, en fait, on a deux angles de produits. On a donc la partie protection périmétrique avec le firewall et le Wi-Fi, et on a la protection des endpoints avec Hotpoint, avec DNSWatch Go, et puis bientôt d'autres produits. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que WatchGuard a fait un rachat juste avant la crise, et rachat qui normalement devrait arriver à terme dans pas longtemps. Donc on a ces deux voies-là. Donc DNSWatch est un des services sur le firewall dans la Total Security qui va protéger les utilisateurs qui sont derrière le firewall, et DNSWatch Go est un service qui est indépendant du firewall. Donc même si vous n'êtes pas client WatchGuard sur le appliance de sécurité, vous pouvez prendre DNSWatch Go, et qui est un agent qui va tourner sur les postes. La base est la même. C'est de la vérification de requêtes DNS avec ce genre de choses. On y a mis quelques autres fonctionnalités, notamment le filtrage d'URL, parce que le filtrage d'URL sur le firewall, il n'est pas dans DNSWatch, il est dans le WebLocker. Nous, on l'a aussi rajouté dans DNSWatch Go. Et je ne vois pas d'autres questions. Ok, je tiens la présentation à votre disposition pour ceux qui le souhaitent. Vous avez mon email ainsi que l'email de toute l'équipe. Merci d'être venu sur ce webinaire. Je vous rappelle pour cette semaine qu'il y en a deux autres, un sur Hotpoint demain matin et un sur le Chase Souris 2 vendredi. Merci à tous et passez une bonne journée.